Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Dragon Mag. C'est la trêve internationale, mais l'actualité est particulièrement riche pour Metz Handball, notamment les 3 prochaines finales à venir, vous les connaissez, et notamment comment faire venir les bénévoles, les sponsors et les supporters, et qui mieux que lui pour en parler, notre invité du jour. Il a pris un abonnement, mais on l'adore, c'est Greg Muller. Salut Greg. Salut. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau, d'autant plus qu'en face, notre duo 100% Moselle TV est là, Mathieu Anquinet et Baptiste Deveau. Bonjour les gars. Salut Mathieu. Bonsoir. Bonjour Mathieu. Je dis bonjour Mathieu. Oui. C'est bonjour Arnaud. Bonjour Greg. Bonjour à tous. On va commencer en tout cas cette émission. On va revenir sur le dernier match de championnat, c'était contre Toulon. Il y a déjà une semaine, c'est la première mi-temps. Et Baptiste, c'est vrai que 3 jours après la Coupe de France contre Chambray, Metz Handball a fait encore une fois le job. Victoire 30-20 contre Toulon. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Metz Handball arrive vraiment à se remobiliser facilement face à des équipes de seconde zone pour des matchs presque anodins. Face à Toulon qui était 11e, qui était déjà assuré du maintien. On pouvait penser que Metz allait baisser le pied. Eh bien non, on l'a vu d'entrée de match. Les Messines sont entrées très très fortes et notamment Orlan Canor qui réussit à marquer les 3 des 4 premiers buts. Donc c'était important à noter. Mais surtout, Toulon a mis 8 minutes pour marquer le premier but. Donc on a vu que Metz est rentré très fort. Et la défense messine a aussi joué très rapidement son rôle pour bloquer les offensives de Toulon. Et surtout à noter que Toulon n'a pas su faire marcher son équipe tout de suite parce qu'elle a perdu 12 balles en première mi-temps et à la mi-temps le match était presque plié, plus 12 pour les Messines, donc la messe était presque dite, mais au retour du vestiaire avec le nombre incalculable de 2 minutes de sifflets par les arbitres, ce qui a haché la rencontre. On a vu que Metz n'a pas su mettre en place son rouleau compresseur en deuxième mi-temps, ce qui a fait que Toulon a pu un petit peu revenir et mettre en place son jeu. C'est vrai que Toulon a remporté cette deuxième mi-temps et c'est vrai aussi que Stéphane Plantin, l'entraîneur de Toulon, a piqué une vraie gueulante à la mi-temps, ce qui explique aussi cela. En tout cas, c'est vrai que c'est assez incroyable ce que fait Metz Handball parce qu'il faut se reconcentrer. C'est presque anodin. On dit à chaque fois, il ne faut pas banaliser ce genre de succès, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Après, ça reste des joueuses professionnelles avec un coach exigeant, on va dire. Voilà, tout le monde connaît Manu très très bien. Je pense qu'il y a un énorme respect aussi de l'adversaire, peu importe que ça soit Toulon, que ça soit Chambray avant, que ça soit Dijon bientôt, du public, parce qu'aujourd'hui le public il s'est aussi déplacé. Ils sont déplacés à nombre à chaque fois. On a une affluence qui est quand même assez significative sur tous les matchs. Nos supporters font l'effort, je ne sais pas si c'est un effort, mais en tout cas ils viennent voir l'équipe, ils supportent l'équipe dans tous les moments et je pense que l'équipe se doit aussi de respecter ça. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que l'équipe se remobilise. Après on est invaincu, donc il y a peut-être aussi un petit challenge au sein du groupe qui fait que rester invaincu jusqu'à la fin de saison, ça resterait encore aussi une belle image sur une équipe où il y aura pas mal de changements en fin de saison. Est-ce qu'elles se sont mis en interne peut-être des challenges moi je ne sais pas le dire, mais en tout cas elles sont compétitrices, donc ça ne serait pas surprenant. Alors il y a beaucoup de choses à organiser pour toi avec les 3 finales dont on va parler un peu plus tard, mais ce qui est peut-être bien à ton niveau, c'est qu'il ne reste entre guillemets que 2 matchs de championnat à domicile aux arènes de Metz. Il y a ce match contre Nantes et puis il y aura la finale, que ça soit aller ou retour, donc c'est vrai que ça, de ce point de vue là, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ça nous laisse une fenêtre de tir pour organiser les 3 finales qui arrivent, sachant que oui, un Final Four ça s'organise d'une façon un peu différente et c'est vrai que si on devait jouer un quart de finale début mai pour enchaîner direct, ça nous mettrait une forme de pression supplémentaire. On a prévu beaucoup de choses, donc on en reparlera peut-être un petit peu, mais en tout cas le Final Four était un événement historique pour le club, même si on a déjà été une fois, mais on va se servir de l'expérience de 2019 pour proposer des choses un petit peu différentes aujourd'hui. Oui, c'est bien, surtout qu'on enchaînait pas mal de matchs sur le mois d'avril, donc les équipes ont pas mal souffert aussi et ça fait un peu de repos. Mais outre ces moments sans match, on a aussi une saison prochaine à préparer. Donc il y a 3 finales et il y a 2022-2023 qui est déjà un petit peu chez nous bien amorcé, avec beaucoup de choses qui vont arriver. Donc finalement,
match ou pas match, on n'a pas trop de répit pour autant. On a bien compris que tu étais surchargé. On revient un petit peu au match, et c'est vrai qu'on en parle plutôt rarement. Je voulais revenir avec toi sur Adriana Cardozo, qui est arrivée à l'automne pour compenser la non-prolongation de contrat de Melvin Debat, qui a finalement décidé de prendre une année sabbatique. Et Adriana Cardozo, elle fait le job, mieux que ça, j'ai envie de dire même. Elle est plutôt performante depuis son arrivée. Oui, c'est un poste en tension. Alors il y a Déby Bon qui est un Déby boulonnable, si on a envie de le dire comme ça. Il l'avait préparé, je crois. Depuis sa première saison, la pauvre, elle n'a pas vraiment de doublure fixe. Ça n'aurait pas changé en raison des blessures, des départs et toutes ces choses-là. Et il avait fallu lui trouver un plan B assez tôt dans la saison avec le départ de Melvin Debat. Et eh bien, il y a eu Emma Tuchela qui a fait l'intérim autant qu'elle le pouvait, mais il fallait quand même trouver une joueuse professionnelle pour venir combler tout ça. Et Adriana Cardozo, eh bien, elle est arrivée, elle a pris ses marques tout doucement, elle a un petit peu vu comment ça se passait. Et puis depuis, eh bien, elle est bien dans l'effectif, on voit qu'elle s'entend bien avec les autres joueuses, elle communique bien. Elle a certainement été aidée aussi par la présence de Bruna de Paula, Paula, qui est sa compatriote brésilienne. Et puis ça se passe plutôt bien. Alors, bon, sur les images, on la voit prendre des chocs et se faire un petit peu martyriser. C'est vrai que c'était un match un peu compliqué d'un point de vue physique, mais en tout cas, elle s'est très très bien intégrée dans l'effectif et elle joue vraiment bien son rôle. Et c'est un soulagement, je pense, pour le staff de Metz Handball qui avait vraiment besoin que ce poste soit un peu plus sûr. D'autant plus que Déby Bon est pour le moment ménagé, peut-être un petit peu blessé. Donc c'est vrai que la présence d'Adriana Cardozo est très importante. Baptiste, je voulais revenir avec toi sur la chouchoute des arènes de Metz. J'espère que vous m'avez tous compris. C'est Mélanie Alter. C'est incroyable ce qu'elle vit quand même, Mélanie Alter. Alors elle a été performante contre Toulon. Elle a joué 60 minutes. Elle a été performante au jet de 7 mètres, mais pas que. Non, mais à chaque fois qu'elle arrêtait un tir, un but, eh ben, les arènes explosaient et criaient Mélanie, Mélanie, Mélanie. Donc on a compris que le public aime Mélanie, mais surtout on voit que le staff et l'équipe aiment Mélanie, et ce qui l'aide surtout à prendre confiance. Et on le voit, plus elle a confiance, plus elle est performante à la fois au jet de 7 mètres, mais aussi durant la rencontre. Elle a un 7 sur 27, donc elle a plutôt bien rempli son rôle face à Toulon. Donc on sent qu'elle a pris confiance et que c'est une bonne doublure pour venir en aide à Kapitanovic, qui peut se reposer en vue des prochaines échéances, notamment le Final Four. Alors, la statistique que tu donnes, 7 sur 27, c'est un petit peu un trompe-l'œil, parce que malheureusement pour elle, elle a fait plusieurs arrêts, mais juste avant, il y a une faute qui a été sifflée, donc ça n'a pas été comptabilisé. Mais c'est vrai, Greg, sur jet de 7 mètres, c'est incroyable cette série. On la rappelle, Louis Sabing en Ligue des Champions, Alexandra Lacrabert contre Chambray, là on voit contre Marine Dupuis, c'est 3 noms, et à chaque fois, elle les fait dégoupiller. Elle est surprenante. Alors voilà, sportivement, encore une fois, j'ai pas la compétence pour parler de ses qualités, mais en tout cas, elle est dans le groupe, elle est bien avec les filles. Je pense qu'il y a de la bienveillance dans tous les sens autour d'elle, ce qui la met en totale confiance. Et après, oui, elle a cette particularité dans ces moments, voilà, de penalty, en plus sur un match où Toulon, où ça a pas mal sifflé quand même entre les 2 minutes, les penalties, bon, ça s'est quand même pas mal enchaîné. Ben voilà, là, ce petit moment qui fait qu'en plus, ça soulève le public, ça fait du bien, et je pense qu'à elle la première et au reste de l'équipe. Donc c'est génial pour la fin de saison, c'est génial pour Mélanie, et c'est génial pour le centre de formation aussi, parce que c'est la récompense de tout un travail. Hein. Elle est pas là par hasard non plus. Elle travaille tous les jours, elle écoute. Je pense que voilà, les choix qui ont été faits par le président et par Manu sur les joueuses font que voilà, Mélanie, ils ont senti qu'elle avait aussi des choses à nous apporter, et c'est génial que tous les voyants soient ouverts. Pur produit du centre de formation. On peut féliciter l'ami Clément Alcacer qui se repose quelques jours dans le sud. Messieurs, je vais vous poser une question simple comme un bonjour ou presque. 22 victoires en 22 journées. Est-ce que le grand chelem, il est là? On le sent, peut-être réalisable. On va regarder le calendrier sur cette fin de saison régulière. Alors comme on le disait, il y a 3 déplacements quand même. Pas les plus simples. Hein. Il y a Dijon, il y a Brest, il y a Paris, et entre, il y a la réception des Neptunes de Nantes. Alors c'est vrai que Brest sera peut-être happé par ce quart de finale de Ligue des Champions contre Győr. Donc on se dit que c'est jouable, Mathieu. On a envie d'y croire. Metz Handball n'était pas passé très loin il y a quelques saisons et avait échoué contre Brest lors de la toute dernière journée. Ça va un petit peu gâcher la fête, mais cette fois-ci, on voit que cette équipe, elle est dominante dans le championnat de France. Elle arrive vraiment à faire du mal aux équipes adverses, quelle que soit la stratégie adoptée, quelle que soit la situation, quel que soit le calendrier d'ailleurs, parce qu'on a eu des matchs, des semaines avec 3-4 rencontres qui s'enchaînaient les unes après les autres. Avec la Ligue des Champions au milieu. C'était très compliqué. Et
Pourtant, des déplacements. avec les déplacements, etc. Pourtant, Metz Handball s'est toujours présenté avec une dynamique positive, avec une envie de dominer ses adversaires et s'est montré compétent à chaque fois, même si parfois, forcément, il y a eu des flottements avec les blessures, etc. Mais la victoire à la fin, elle est en général sans appel. Baptiste, toi qui connais bien aussi le foot, on se rappelle tous de l'équipe d'Arsenal qui avait été, on les avait surnommés les Invincibles en Première Ligue. Près de 15 ans après, on en parle encore. C'est vrai que ça marque. Ça marque de faire soit des victoires ou des matchs nuls dans le cas du football. C'est vrai que ça montre que la génération était dorée à Arsenal à l'époque sous Wenger. Donc on en parle toujours. Et puis je pense que les filles, Greg l'a bien dit en début d'émission, je pense qu'elles ont envie de créer, de marquer l'histoire du club avec ces statistiques, avec ce 0 défaite en championnat. Et tu parlais du calendrier de Brest. Elles vont jouer le quart de finale de Ligue des Champions, mais aussi elles doivent se battre pour la deuxième place avec Paris 92. Donc même si il y a quand même ce petit stress de dire faut pas non plus faire Avantage Brest quand oui, même. pour la avantage deuxième Brest, place. mais je veux dire il y a quand même vouloir assurer comme cette deuxième place, donc elles sont pas non plus en total elles sont pas relâchées totalement. Voilà. Greg, c'est vrai que ce grand chelem, il serait incroyable et forcément les joueuses t'en parlaient. Tu le sens toi qu'elles ont vraiment envie de le réaliser? Moi, je sens surtout qu'elles ont envie d'écrire une histoire. Je pense qu'on a sorti une insight de cette semaine sur les réseaux où on entend Manu parler dans le vestiaire aujourd'hui du match de Dortmund et de ce qui s'est passé. Il y a ce moment quand on a perdu l'année dernière contre Vipers où on a été invincible dans nos arènes et où le président a eu ces mots, encore une fois très très justes, de dire voilà, on ferme un chapitre et on en ouvre un autre. Elles ont ouvert ce chapitre-là, cette équipe-là, et bon voilà, il va y avoir des rotations, on va dire, en fin de saison, et je pense qu'elles ont envie, voilà, de marquer un moment ensemble. Ça peut être aussi, alors outre les titres qu'elles vont aller chercher, parce qu'elles vont aller chercher ces 3 titres-là, ce côté supplémentaire, voilà, où en plus on sera invincible en championnat de France, et ça serait génial pour l'équipe, pour la ville, pour l'ensemble des gens qui supportent Metz Handball. C'est tout ce que l'on souhaite en tout cas. On va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission. On va évoquer les joueuses internationales. C'est la deuxième mi-temps. Alors c'est vrai que nous sommes donc en trêve internationale. Beaucoup de joueuses sont sur le pont. Et c'est vrai que ça doit être très très calme en ce moment, notamment aux entraînements, Greg. Alors c'est calme. Après, voilà, encore une fois, Manu est le bon interlocuteur. Nous, on le voit parce qu'on croise peu de filles, on croise peu de monde, que ça soit aussi bien au niveau du centre de formation qu'au niveau des pros. Donc voilà, avec Manu, on a échangé sur le fait de trouver des solutions un petit peu alternatives pour accompagner un petit peu le groupe dans la semaine. Mais c'est clair que c'est impressionnant presque même d'avoir si peu de filles. Alors je ne sais pas dans quel sens on doit le prendre, le côté impressionnant, mais c'est très bien parce qu'on a beaucoup de filles qui sont sollicitées. Après, pour travailler, c'est encore autre chose, mais ça, c'est le sportif qui le gère. Et ça a engendré, je crois, quelques sorties un petit peu ludiques, notamment une sortie bowling qu'on a pu voir sur les réseaux. Exactement, c'est là où on travaille aussi avec nos partenaires au quotidien sur les échanges que l'on peut avoir avec eux et les sollicitations que peut avoir le staff pour essayer d'amener des choses un peu différentes aussi aux joueuses parce que elles sont peut-être pas nombreuses, mais elles bossent quoi. Et je pense que connaissant un peu le staff, quand on n'est pas nombreux, on prend cher aussi quoi. Donc en tout cas, il y a pas de zone neutre. Mathieu, je me tourne vers toi parce qu'une fois n'est pas coutume, tu nous as préparé une petite chronique pour revenir sur toutes ces joueuses internationales françaises, que ça soit en équipe de France avec Olivier Krombols, mais pas seulement, puisqu'on parlait du centre de formation, il y a beaucoup de joueuses qui sont en U18 ou U20. C'est ça. Alors merci Arnaud. Une fois n'est pas coutume, j'ai préparé un petit soliloque, comme on pourrait l'appeler. Ah, il nous sort tout de suite le grand mot, quoi. Comme ça, il est évacué, celui-ci. C'était intéressant pour moi de faire le point sur les internationales françaises sur cette dernière année. On sait que Metz Handball a toujours été un fournisseur de premier plan de joueuses internationales. On pourrait citer Nina Canto, Isabelle Wendling, qui ont vraiment fait les belles heures de l'équipe de France. Eh bien, Metz Handball, cette année, ça a été un petit peu différent. On peut se souvenir que, au retour de Tokyo, il n'y avait que 2 joueuses qui sont revenues avec la médaille d'or autour du cou. Il y avait Méline Nokandi, d'une part, et puis Chloé Valentini de l'autre, qui était en plus une nouvelle joueuse. Et malgré cette petite récolte, on va dire, il est pourtant pas rare habituellement de voir Chloé Valentini, voilà. Il est pas rare de voir des équipes de France composées à 50% de joueuses venues de Metz Handball. Et bien là, on y revient progressivement. Ça a assez peu duré parce qu'au retour des médailles d'argent du Mondial 2021, il y avait 4 Messines avec l'ajout d'Orlan Canor d'une part et de Tamara Horacek. Alors entre-temps, il y a eu plusieurs sélections avec plusieurs
test, pour préparer le prochain Euro. Et ça nous amène à la trêve actuelle, puisque désormais, il y a 6 joueuses qui ont été appelées, avec l'ajout de Grazadi et d'Emma Jacques. Alors Emma Jacques, malheureusement, n'a pas pu honorer sa sélection parce que, eh bien, elle a tout simplement été blessée. Tout le monde connaît l'histoire. Donc, elle s'est remise à plus tard puisqu'elle va continuer à incarner l'avenir de l'équipe de France, l'avenir de Metz Handball dans les prochaines années. Pour l'instant, elle est un petit peu de côté, mais on lui souhaite un bon rétablissement en tout cas. Et puis, pendant cette trêve, il y a l'équipe de France qui dispute 2 matchs. Le premier contre la République tchèque, qui a eu lieu il y a quelques jours et qui s'est soldé par une défaite, malheureusement 31-30. C'était un match qui avait un enjeu assez mineur. Puis il va y avoir le match contre l'Ukraine, là en fin de semaine. Là, c'est un match qui dépasse vraiment les limites du sport, les frontières du sport, puisque c'est vraiment l'occasion de montrer qu'il y a de l'unité entre la France et l'Ukraine. Et c'est un match qui permettra aussi de revoir Olga Peredri, qui est sur le banc de l'équipe ukrainienne. Et ce sera certainement un moment un petit peu fort en émotion. Mais on y reviendra puisque je n'ai pas fini avec les Bleus, vous le savez. Il y a aussi des plus jeunes. Il y a aussi d'autres joueuses qui sont jaunes et bleues, mais qui sont appelées cette fois-ci en bleu, et on parle des jeunes. 7 joueuses, Lali Vernet, Zaliata Mlamali, Laura Fauvarc, et surtout les Dragons, Mélanie Alter et Sarah Bouktit, qui sont appelées en moins de 20 ans. Et puis, il y en reste encore 2, en catégorie un tout petit peu plus bas. C'est Emma Tucella, qui a surpris tout le monde cette saison, et Manon Erard, qui évolue habituellement avec la réserve de Metz Handball. Donc ça fait un beau contingent, et ça prouve encore une fois que toutes ces sélections prouvent que Metz Handball reste un club formateur et joue un rôle important dans l'avenir et dans le présent de l'équipe de France pour aller chercher encore plus de médailles dans le développement du handball féminin en France. Greg, un mot sur toutes ces joueuses appelées en sélection. C'est vrai que, comme tu le disais, c'est vide en cette période, mais c'est surtout la preuve que Metz Handball est le plus grand club français. L'ADN Metz Handball. Je pense que ça se dit, ça se sent. Partout où des joueuses... Mathieu a évoqué les Jeux Olympiques. On a 2 médaillés olympiques, 8 qui sont sportivement, on va dire, messines. Mais si on regarde l'ensemble des médaillés olympiques, entre celles qui sont passées ou formées ou passées à Metz Handball, je pense qu'il y a les 2 tiers qui viennent, encore une fois, ou qui sont passés par le club. Donc c'est génial. Après, voilà, il y a un travail du quotidien qui est fait depuis des années par les différents directeurs de centre, par le staff et par Manu. Les filles viennent aussi chercher ça chez nous. Quand on sort du centre de formation de Metz Handball, je ne dis pas qu'on est sûr d'être professionnel, mais en tout cas, souvent nos filles partent dans les meilleurs clubs aujourd'hui français, voire étrangers, mais surtout français. Et elles viennent aussi chercher ça. Donc là, on parle des joueuses françaises, mais on a aussi des étrangères, chez les A, mais aussi au niveau du centre de formation. On a Julia, qui est aussi avec l'Italie. On a, elle va me tuer avec l'Algérie. Kenza, qui est avec aussi l'Algérie. Donc c'est aussi les jeunes, qui sont là et qui vont pousser les portes. Dans quelques temps ou pas. Donc non, Metz Handball a cette force et cette puissance qu'il faut absolument garder. Tu évoquais les joueuses internationales et étrangères. C'est vrai, Baptiste, on peut penser aux 2 Croates, Kamila Misiewicz et Ivana Kapitanovic, ou encore Louise Burgard, qui, elles aussi, ne sont pas là en cette période de trêve internationale. Louise Burgard est partie avec le Danemark, qui est déjà qualifié pour l'Euro, on le sait, et elles ont assuré le 5/5 avec la victoire 38-22 face à l'Autriche. Louise a très peu joué par rapport à Kristina Jorgensen, la future recrue, qui a brillé avec un 7/8. Donc même dans les équipes étrangères, on a les Messines et les futures Messines qui brillent. Et tu parlais des 2 Croates. Elles ont peut-être assuré la 2e place de la poule avec l'équipe de France. Elles ont battu l'Ukraine 26-19. Kapitanovic a encore brillé avec un 50% en défense. Et Misiewicz qui retrouve son temps de jeu et ses buts avec un 4/9. C'est vrai qu'on parle déjà de Kristina Jorgensen. Ça va être l'attraction la saison prochaine. Tu parlais justement de ça. On n'a pas fini. On a déjà hâte de la voir à l'œuvre. Tu l'as évoqué, mon cher Mathieu. Je voulais revenir sur ce match hyper symbolique au Havre de samedi. C'est ce match entre la France et l'Ukraine qui dépasse, comme tu l'as dit, vraiment les frontières du sportif. Oui, il y a quelques semaines, on se demandait encore comment ce match allait pouvoir se tenir. Est-ce qu'il n'allait pas tout simplement être annulé au vu du contexte et de la guerre? Et finalement, c'est un effort à la fois de la fédération ukrainienne et de la fédération française qui a permis de maintenir ce match, une vraie volonté de montrer qu'il y a une union et d'organiser malgré tout une rencontre en temps de guerre. C'est assez important, c'est l'occasion de serrer la main et de dire la France est avec l'Ukraine. On le voit assez souvent ici, en plus c'est jaune et bleu, avec l'Ukraine ça marche plutôt bien. Et ça va être normalement un bel événement. Alors ça se joue au Havre, espérons que ce soit le Havre de paix. Aujourd'hui il a tout préparé. Bravo en tout cas. On ne disait pas forcément d'enjeu,
Un petit peu, mon petit Baptiste, parce que c'est vrai qu'après la défaite contre la République tchèque, pardon, on attend une victoire française. Oui, on espère qu'il faut se rattraper, valider la première place. Mais surtout, l'Ukraine, qui n'a pas joué l'Euro depuis 2014, peut peut-être essayer de chercher une victoire pour se rapprocher de la Croatie et de la deuxième place. Donc oui, tout est possible, mais on sait surtout que pas mal de joueuses ukrainiennes jouent hors du championnat ukrainien, donc on continue à jouer, que ce soit dans les pays de l'Est ou dans les pays plus à l'Ouest de l'Europe. Donc elles seront en forme et je pense qu'elles auront envie de faire briller leur équipe sur la scène internationale. Donc voilà les images du match contre la République tchèque avec ce but notamment de Orlan Kanor. On va tout de suite passer à la troisième et dernière partie de cette émission, c'est la conférence de presse. Alors on va insister beaucoup sur ces 3 finales. Comment Metz Handball peut-il valoriser vraiment ces 3 finales pour encore franchir un cap ? Je pense que tu peux disserter pendant 1 heure sur ce sujet, mais concrètement, comment y parvenir ? Déjà en communiquant bien auprès de nos supporters, de nos groupes de supporters, de nos partenaires qui nous entourent, à pas se tromper d'objectif, parce que c'est vrai que ça s'enchaîne ces 3 semaines de suite. Donc on a une première finale qui aujourd'hui est pas totalement actée. On sait qu'on jouera la finale de championnat de France, pas encore officiellement la finale retour. Donc on va laisser le sportif faire. Il est à la bonne école, il est à l'école Manu Mayonnaise. Tant que rien n'est fait. En tout cas, je reste aussi, je pense, et de façon légitime dans mon rôle. Voilà, quand la date sera actée et que le sportif aura validé, on fera en sorte aussi de le communiquer. On sait qu'on fait une finale. On a déjà des discussions aujourd'hui avec la LFH, etc. pour l'organisation, que ça soit l'aller comme le retour. Si on fait le retour à domicile, on va certainement proposer des choses pour voir le match aller. Tous ensemble, en tout cas pour les gens qui voudront le voir avec nous. On communique beaucoup sur Budapest parce qu'aujourd'hui on essaye de prendre une fenêtre de tir parce que les autres clubs ne sont pas encore qualifiés. Donc comme ils ne sont pas encore qualifiés, on a des discussions avec le HF. Alors après c'est aussi difficile parce que le HF n'a pas tout verrouillé ou ne veut pas tout nous dire. Donc, justement, tu n'étais pas là en 2019, tu n'étais pas encore là. Est-ce que tu estimes que c'est une force parce que justement tu as un œil neuf pour améliorer les choses, ou plutôt quelque chose de plutôt négatif parce que tu sais pas forcément comment ça a été vécu? Alors ça peut être un peu des deux. Aujourd'hui, on le prend un peu comme une force, et je dis on, c'est l'équipe que j'encadre au quotidien, parce qu'en fait personne n'était là pour nous à l'époque, donc on va chercher, on va poser des questions un petit peu. On a passé beaucoup de temps avec Manu à discuter avec lui sur aussi la façon dont il avait ressenti les choses, vu les choses. Manu a toujours un regard avisé par rapport à ça, le président aussi, donc on a posé beaucoup de questions. Après, comme on le fait depuis, moi ça fera 2 ans fin juin que je suis là, on vient avec un regard un peu différent, un peu neuf. On est force de proposition, on a un club aujourd'hui qui est un peu en mutation, donc qui est prêt aussi à proposer des choses un petit peu différentes. Donc on est sur beaucoup de sujets, sur ce qui va se passer à Budapest, la façon dont on amène les gens à Budapest, mais aussi sur ce qui va se passer sur place. On est en train de valider un QG. Voilà, l'idée c'est qu'on aimerait avoir un point de rassemblement pour nos supporters sur place, pour que on va dire la marée jaune qui va se déplacer puisse se retrouver tous ensemble à différents moments. Un peu comme aux Jeux Olympiques quand il y a une médaille, un lieu de rassemblement. Ouais, et puis d'être ensemble. C'est toujours plus agréable aujourd'hui de pouvoir échanger et partager, outre dans la salle, parce que le dôme, il est quand même exceptionnel, c'est 20 000 places. Donc aujourd'hui, on a une dotation de 530 places qui nous est proposée. À nous de les remplir le plus possible, ça avance plutôt bien. Aujourd'hui, on a bien vendu, entre guillemets, les gens font pas mal de déplacements. On souhaite qu'il y en ait encore plus, parce que plus il y aura de monde là-bas, mieux ça sera. On va aménager le territoire pour que les filles se sentent un petit peu chez elles aussi sur place. Et dans la foulée, une fois qu'on a un peu validé ce côté Final Four, on va parler de la Coupe de France. On va proposer aussi à nos supporters le déplacement à Bercy. Le 11 juin. Après, on est aussi conscient qu'il y a un ratio économique. On est dans des périodes où le pouvoir d'achat il est ce qu'il est. Chacun fait aussi en fonction de ce qu'il peut. On a envie d'emmener le plus grand nombre de gens, mais on a une finale de championnat, on a un déplacement à Budapest et on a une Coupe de France à faire. Donc c'est génial. C'est super. Beaucoup de clubs nous envieraient, beaucoup de gens nous envient aussi. Il y a peu de temps, j'étais en visio avec d'autres clubs de la LFH. Voilà, on est un peu sur des œufs quand on parle de ça, parce que tout le monde dit ouais, mais handball c'est génial. C'est génial. Maintenant, soyons humbles, soyons pragmatiques.
faisons les choses au juste temps. On a fait une proposition aujourd'hui pour Budapest qui correspond à la proposition de 2019. Donc voilà, on est quand même 3 ans après, donc on a travaillé un petit peu les sujets avec nos partenaires, que ce soit Thierry Schindler pour la partie autocar ou d'autres pour ce qu'on pourra faire sur place. Donc non, c'est plutôt passionnant, et là on travaille sur la communication qui va encore avancer fortement. Messieurs, une question pour Grégory. Oui, alors, Metz Handball, il y a les événements sportifs, les grands événements, les finales, mais on a l'impression que c'est en train d'un petit peu de se globaliser. Aujourd'hui, il n'y a pas de match. Pourtant, il y a un événement qui a été organisé par le club autour de la Journée internationale de la Terre pour aller nettoyer les abords des arènes et autres. Est-ce que c'est une vraie volonté aussi de Metz Handball d'exister en dehors de ces grandes rencontres ? Totalement. Ça fait partie du nouveau modèle aujourd'hui que l'on a envie de développer. Moi, en arrivant, j'ai été un peu surpris qu'on parle de Metz Handball quand il y a des matchs. Et quand il n'y a pas de match, on ne parle pas de Metz Handball. Et ça, après, c'est un travail aussi à faire aussi de fond. Il y a une remise en question qui s'est faite. Donc ouais, on a fait cette semaine écologique, donc qui fonctionne plutôt bien. C'est aussi une démarche RSE que l'on se doit de faire vis-à-vis des gens qui nous entourent. Donc on va faire des événements de plus en plus hors match, mais destinés grand public, destinés partenaires, destinés médias. Voilà, il va y avoir différents supports. C'est des choses qu'on voudrait aussi évoquer avec vous sur l'intersaison. C'est là d'où une intersaison qui est très riche pour nous et dont ces périodes creuses font que finalement, non, on n'a pas de match, mais on taffe, quoi. Donc on aura un après-juin qui va être assez dense, quoi. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Je vous rappelle les événements sportifs du week-end, pas de Metz Handball pour une fois, mais vraiment une riche actualité. Ce dimanche 24 avril, il n'y a pas que l'élection présidentielle et ça commence à partir de 11h45 au stade Saint-Symphorien avec le match des légendes du FC Metz en levée de rideau du match de la 34e journée de Ligue 1 entre Metz et Brest. Et puis à 15h30, c'est l'événement sur Moselle TV puisque nous vous proposons tout simplement la demi-finale retour de Ligue AF, c'est du championnat de France de volley féminin entre le TFOC et le Voléro Le Canet. Le petit poussé va-t-il faire tomber la montagne Le Canet? Nous verrons sur Moselle TV. On se retrouve donc dimanche. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.